Voyage en cinéma. Sophie Boissel-Dubourg. Jacques Daniel. Et Geoffroy Scrive. Aujourd'hui, dans le cadre de ces émissions, en lien avec celles que nous avons déjà pu réaliser, Jacques, au sujet des projections cinématographiques au cinéma Les Studios de Brest, nous allons parler d'un film de Krzysztof Kieślowski qui passera dans ce cinéma Les Studios en haut de la rue Jean Jaurès le 28 mai, on peut déjà donner la date. Ce film est intitulé La double vie de Véronique. Il fait le lien quelque part entre une précédente émission réalisée avec un philosophe au sujet de Pascal, puisqu'il y a un lien entre Kieślowski et Éric Rohmer qui plante son décor du Ma nuit chez Maud à Clermont-Ferrand, la ville natale de Blaise Pascal, et dans le film La double vie de Véronique. Véronique, donc, la française, on va indiquer, puisqu'il y a aussi Véronica, la polonaise. Véronique, donc, est native de Clermont-Ferrand. Alors, première question pour vous, Sophie ou Jacques. Pourquoi avoir choisi ce film dans la rétrospective présentée au cinéma Les Studios ? On va répondre tous les deux parce que je sais que Sophie aime beaucoup le film. Il se trouve que c'est un de mes cinéastes préférés. Je pense que c'est un très très grand cinéaste. Même les films qu'il n'aime pas sont très intéressants et même souvent très bons. Je pense que le plus beau est un film inconnu, un peu trop méconnu, qu'il faudrait un jour ressortir. Je l'espère que les distributeurs feront le travail. Le hasard, justement. Donc j'avais envie, étant donné la très belle restauration en numérique de La double vie de Véronique, qu'il soit montré. Et quand on en a discuté, Sophie, tu m'as dit que tu aimais beaucoup ce film, donc tout cela tombait très bien. Alors oui, c'est vrai que j'ai choisi dans la liste des films La double vie de Véronique à présenter. Je ne savais pas que la deuxième partie se passait à Clermont-Ferrand. Il se trouve que j'avais présenté le film de Rohmer il y a 2 ans, Ma nuit chez Maud, donc j'y ai vu un signe du hasard qui plaisait tant et à Kieślowski et à Rohmer. Pour faire le lien avec Éric Rohmer, je vais citer ce bref passage du livre Krzysztof Kieślowski, Double vie, seconde chance d'Annette Insdorf, au Cahier du cinéma, où elle écrit « Vincent Amiel relève le lien qui existe entre cet épisode et Ma nuit chez Maud, citation, comme chez Rohmer. Le héros de Kieślowski aperçoit la jeune fille de la messe de minuit, et comme chez Rohmer, il est attiré dans un guet-apens par une femme plus âgée. Mais ici, les deux femmes n'en font qu'une, et l'image de la plus jeune a 3 ans de retard. » Fin de citation. Cette comparaison est parfaitement juste, étant donné les rapports qu'entretiennent globalement le décalogue et les contes moraux. Rohmer et Kieślowski parlent tous les deux du hasard, de la foi et de l'aveuglement. Ils donnent à des personnages adultes l'occasion de s'interroger à voix haute et invitent des spectateurs adultes à méditer les sujets en question. Est-ce que c'est là un des buts que l'on peut s'assigner pour cette présentation de La double vie de Véronique au studio dans quelques jours? Est-ce que vous espérez susciter ce genre de questionnement chez les spectateurs qui viendront? Alors, en tout cas, susciter des questionnements. C'est le miracle des films de Kieślowski, c'est qu'on peut les voir 4, 5, 6 fois. À chaque fois, on se pose des questions. Et Kieślowski se gardait bien de répondre à toutes les questions qu'on se posait. Irène Jacob, qui est l'actrice principale, raconte que bien souvent, elle lui a demandé « Mais pourquoi je dois jouer de telle façon ? Qu'est-ce que tu voulais dire dans cette scène-là ?» Et Kieślowski se contentait de répondre Eh bien toi, qu'est-ce que tu y vois ? Et je crois que c'est un peu ça qu'il nous adresse dans tous ses films. Oui, Kieślowski est vraiment un cinéaste qui montre, jamais un cinéaste qui ne démontre. D'ailleurs, je pense que je me mets au défi et je pense que ce sera pas très difficile, de ne montrer aucun film de cinéaste qui démontre. Les cinéastes qui démontrent m'énervent, ils ont qu'à être des hommes politiques. Là, Kieślowski, c'est un cinéaste vraiment qui ne donne pas de réponse. On est parfois devant des questionnements qui peuvent même métaphysiques, qui peuvent même nous trotter longtemps dans la tête après les projections du film en question. Et parfois, on peut changer d'avis sur la manière dont on a vu ou perçu le film, parce que ça peut être très troublant et même presque vertigineux. Enfin, je pense que pour le coup, La double vie de Véronique est un film assez vertigineux. Et très brillant aussi, évidemment, du point de vue de la mise en scène.
Voilà, je le dirai tout à l'heure, je parlerai d'une scène que je considère comme une des plus grandes scènes du cinéma, mais tout à l'heure. Peut-on voir dans ce film un Krzysztof Kieślowski tout à fait humaniste, mais quoiqu'un peu sceptique, et enraciné pourtant dans une certaine foi religieuse, vu les thèmes du film et les images montrées, et ses choix? Moi, je dirais que c'est pas aussi clair que ça. Kieślowski s'est toujours défendu d'appartenir à une religion quelconque, ne serait-ce que pour ce film qui, au départ, devait s'appeler La Choriste, et dont il a changé le titre parce que il a entendu dire qu'en Europe, on dirait « Ah, encore un film de Kieślowski sur la religion », et donc il a changé le titre du film. Maintenant que ces films suscitent tout un tas de vertiges spirituels, ça, je crois que c'est incontestable, oui. Oui, je pense que c'est toujours difficile, cette question du religieux dans les films, ou de la présence de la foi, sauf quand le cinéaste dit explicitement qu'il est croyant. Le cas de Romer ou Bresson, enfin dans des entretiens ils l'ont dit, donc c'est clair et net. Mais chez plein d'autres, chez Melville, chez je sais pas à qui je peux penser d'autres comme ça, d'autres cinéastes. En tout cas, chez Kieślowski, on peut pas. Il faut éviter de leur prêter des intentions, même si après, de là où on parle, comme on disait dans les années 68, on peut avoir des idées. Enfin, moi, je pense que chez Kieślowski, il y a des questions de foi. En tout cas, ça le travaille. Comme ça travaille un autre cinéaste français que je trouve aujourd'hui qui s'est perdu, qui s'appelle Bruno Dumont, et qui réfutait à chaque fois dans tout débat, de manière un peu même maladroite, cette question. Et c'est des questions qui traversent les œuvres sans que le cinéaste s'en rende franchement compte, parce que, et d'ailleurs pour Kieślowski, je crois que c'est assez pertinent, lui-même dit, parfois, oui, mais ça c'est par hasard. Oui, bon. Alors revenons sur les spectateurs. Dans l'avant-propos de son livre, Annette Hinsdorf écrit ceci. Les chapitres 5 à 8 se penchent de ce livre sur les derniers films de Kieślowski, La double vie de Véronique et la trilogie, 3 couleurs, bleu, blanc, rouge évidemment, il faut en parler. Coproduction internationale, tournées en France, en Pologne et en Suisse. Ces films, écrit-elle, sont un défi formidable aux cinéphiles et aux chercheurs. Ils nous invitent à analyser au plus près le sens intime de l'œuvre, à discerner le poids métaphysique des éléments concrets. Il y a donc un regard à avoir pour essayer de se laisser toucher par ces images, par les choix du réalisateur. Oui, ce que vous me dites, ça me fait penser à ce que je trouve intéressant dans Kieślowski, c'est son évolution. C'est-à-dire, les derniers films ne sont pas du tout comme les premiers. Alors, pour ma part, je n'ai pas pu voir les films qui ne sortent pas en France, mais j'ai pu voir le Décalogue, par exemple, qui sont pas tout à fait, mais presque ses premières fictions, et qui laissent entendre ce qu'il a pu faire avant, qui était exclusivement des documentaires. Et au cours de sa vie de cinéaste, il est passé résolument de la volonté de faire des documentaires parce qu'il traquait la vérité de l'humain. Et à force d'utiliser ce qu'il a appelé par exemple des provocations pour changer un petit peu le cours de l'évolution du documentaire, il s'est rendu compte qu'à poser sa caméra n'importe où, il trahissait quelque part la vérité. Alors il y a une anecdote, je ne sais pas si on a le temps, mais très rigolote, c'est quand il a voulu tourner avec l'avocat qui va devenir son co-scénariste, Krzysztof Piesiewicz, les procès de Solidarnosc, il s'est rendu compte que de simplement mettre sa caméra, ça rendait les juges plus cléments. Et il a compris plus tard que chez les juges, le fait d'avoir une caméra, il se disait, mais si ce film est utilisé plus tard et que le régime politique a changé, je pourrais pâtir de ce documentaire. Et donc, ça mettait en évidence que à faire des documentaires, on n'approchait pas tant que ça de la vérité. Et du coup, il s'est tourné vers la fiction en se disant, je vais recréer sous forme d'une fiction des éléments de vérité, mais je vais m'approcher de l'humain. Et en s'approchant de l'humain, plus il s'en approche, plus il s'approche du mystère, de l'énigme, de la spiritualité.
Oui, je rejoins totalement ce que dit Sophie. Il a tourné beaucoup de documentaires quand il était déjà jeune cinéaste, parce on n'a peut-être pas dit, mais il est né le 27 juin 41 à Varsovie et il est mort le 13 mars 96, assez prématurément, à 55 ans, d'une crise cardiaque. Suite à une opération du cœur. Suite à une opération du cœur. Il faudra y revenir là-dessus. Oui, parce que c'est présent dans 3 ou 4 de ses films, les problèmes d'ordre cardiaque. Il a été formé à la très grande école de cinéma polonaise de Łódź, et il va réaliser à partir de 1966 une vingtaine de documentaires qui décrivent la société polonaise de l'époque dans laquelle il vit, de son époque. Donc il y a encore l'époque totalement communiste. Et puis ensuite, ces longs métrages vont changer un peu, sont toujours marqués par l'idée de montrer la société, mais ils vont s'inscrire dans un courant du cinéma polonais qu'on appelle celui de l'inquiétude morale. Donc c'est une sorte de mouvement réaliste qui traite les questions sociales et aussi aborde des termes moraux complexes et métaphysiques, spirituels, qui sont présents chez d'autres cinéastes polonais. Je reviens à la réalité qu'il décrit. Dès le début de ce film, nous suivons 3 jeunes femmes qui traversent une rue et au bout de laquelle, de cette rue, nous voyons une statue de Lénine déboulonnée. Donc ça, il faut revenir là-dessus. Et puis, il filme aussi une manifestation. Au cours de l'épisode, la plus belle scène du cinéma. Cette scène de manifestation est pour moi l'une des plus belles scènes du cinéma, où comment on arrive sur une place, la place centrale de Cracovie, par le biais des mouvements de caméra, des déplacements des personnages, de la caméra qui tourne autour de Véronica et qui tout d'un coup découvre une femme qui dans le bus montre qui est Véronique. Donc ça c'est rien n'est dit, tout est montré. C'est d'une beauté. Déjà là on est pris vraiment on est chevillé au film, et surtout que la musique de Zbigniew Preisner est extrêmement présente. Il faudra qu'on en parle aussi, évidemment. Voilà, Sophie. Sur cette scène-là, évidemment, cette scène-là est absolument magnifique. Irène Jacob racontait que au départ, donc quand elle jouait le rôle de Véronica, elle était stupéfaite en reconnaissant cette femme qui lui ressemblait tant. Et Kieślowski lui a demandé de faire un très léger sourire. Et cette scène en devient lumineuse, c'est-à-dire que elle ébauche à peine quelque chose d'un sourire en voyant ce double d'elle-même comme quelqu'un qu'elle a pressenti, parce qu'elle dira à 2 ou 3 reprises « j'ai l'impression de ne pas être seule ». Et cette vision vient confirmer quelque chose en elle-même, d'un au-delà d'elle-même. Et alors là, c'est magnifique. J'aimerais parler aussi peut-être des éléments constitutifs, parfois de simples décors, mais qui n'en sont pas forcément. Je veux dire par là qu'il y a une forte présence de... Bon, il y a les couleurs. On sait qu'il a utilisé des filtres verts et jaunes pour beaucoup de scènes. Il n'était pas forcément favorable à cette idée au départ. Il y a beaucoup de vitres, il y a beaucoup de reflets. Alors évidemment, il y a le symbole avec le titre, la double vie de Véronique. On suit 2 personnages incarnés par la même actrice. L'une qui meurt très rapidement d'une crise cardiaque justement sur une scène, et puis la deuxième, la Véronique française, comprend en fait petit à petit qu'il y a quelqu'un qui lui ressemble. Elle l'aperçoit dans cette fameuse scène que vous décrivez, Jacques, avec le bus. Il y a toujours un double jeu comme ça, et dans le temps aussi, je veux dire par là que le film commence déjà avec une inversion du sol par rapport aux étoiles, à travers les yeux d'un enfant qui tient une feuille, et à la fin cet enfant touche un arbre. Voilà. Sans revenir sur la fin américaine qui lui a été imposée pour qu'un public occidental puisse comprendre, ce qui n'est pas le cas de tous les publics, qui n'avaient peut-être pas forcément besoin d'une scène explicative, si on peut dire. Alors, il y a plein de choses à dire dans ce que vous mentionnez. Sur les vitres, je crois que ça, c'est vraiment le signe du cinéma de Kieślowski. Il n'y a pas que dans la double vie de Véronique que les vitres, sous toutes leurs modalités, sont utilisées. Les vitres qui obstruent le regard, les vitres qui réfléchissent, les vitres qui inversent. L'histoire de la balle magique là dans le film qui inverse la vision, qui rend flou.
Et là, ce qui est formidable, c'est qu'on peut se poser plein de questions sur cette utilisation de vitres. Est-ce que c'est pas tout simplement une métaphore du cinéma lui-même qui vient modifier notre regard? Est-ce que c'est l'idée de l'impossible objectivité du regard, c'est-à-dire que et quelque part de l'incommunicabilité entre les êtres, on voit toujours les autres à travers notre propre prisme. Sur les deux petites filles, là encore, il y a énormément à dire, puisque effectivement, vous avez raison, la première, Véronica, donc, elle est tournée vers le ciel. Petite fille, elle est dans les bras de sa mère, elle regarde les étoiles. Et 6 mois plus tard, parce que ça suppose un décalage, puisque c'est la nuit de Noël pour la première petite fille Véronica, et pour Véronique, ça se passe au printemps, où sa maman lui montre une feuille qu'elle peut toucher, effectivement, à mettre en lien avec l'arbre qu'elle touche à la fin. Et on voit bien comment ces deux, Véronica et Véronique, ne sont pas sur le même registre. Et ça s'introduit dès cette première scène, c'est-à-dire que la première, d'ailleurs on voit bien Véronica, elle regarde toujours le ciel et elle chante toujours des notes extrêmement aiguës et elle est toujours dans une espèce d'exaltation absolue. Alors que la deuxième, Véronique, en France, elle est dans un parcours beaucoup plus chaotique. Quelque chose qui est surprenant, c'est que quand elle écoute la musique de Van den Budenmayer, elle l'écoute sur un mode tout à fait imparfait. Ce sont les enfants qui jouent et c'est presque cacophonique, alors que la première entend la musique d'emblée dans sa pureté. Alors on peut en dire d'autres choses, je laisse. Jacques, vous vouliez parler de la musique? Oui, donc cette musique qui accompagne tout le film, bon, ça débute parce que Véronica est chanteuse, enfin, elle devient même embauchée tout d'un coup parce qu'on comprend son talent, bien qu'elle n'ait pas fait, elle a fait l'école de pianiste, mais pas de chant. Et il y a dans la musique de ce compositeur, Zbigniew Preissner, qui va collaborer sur 17 films de Kieślowski. Le décalogue, les trois couleurs. Une ampleur qui donne encore plus de force métaphysique à tous les films de Kieślowski. Et d'ailleurs, Kieślowski, à un moment, a dit « J'ai pensé à mettre Zbigniew Preissner comme co-scénariste de mon film ». Oui, et en l'occurrence, il a demandé à Preissner d'écrire la musique avant que le film soit tourné. Ce qui dit beaucoup, c'est très rare. Et là, juste, il y a Ryusuke Hamaguchi, dont le dernier film vient de sortir au studio, qui a fait la même chose avec la musicienne. Elle a fait la musique avant et lui le film après. Et ça peut changer pas mal de choses. Et je pense que toutes ces histoires de loop, de lunettes, de fenêtres, donc c'est exactement ce que tu dis. Avec parfois dans les premiers films, il y a déjà ça. Là, plus lié à aussi une espèce de regard où on peut regarder à travers les fenêtres, voire espionner. On comprend bien pourquoi, d'où vient, sous quel régime est Kieślowski. Et puis, c'est en plus appuyé par les choix qu'a proposé Sławomir Rydziak à Kieślowski, c'est-à-dire, oui, qui est son chef opérateur, les choix de couleurs à travers les différents filtres. Parce que Rydziak venait sur les tournages avec un sac rempli de dizaines de filtres différents. Donc, à propos de la musique, citons peut-être Krzysztof Kieślowski lui-même dans un entretien donné en 91 dans la revue Positif. La question est la suivante. La musique est un art temporel. Quelqu'un a dit que tout art aspirait à la musique parce que c'est la forme pure. Dans la musique, le fond et la forme sont une même chose. Quels sont vos rapports avec la musique ? Et la réponse est cinglante. Je n'ai pas d'oreille, je n'écoute jamais de musique, sinon parfois dans la voiture des chansons stupides, je ne vais jamais au concert. Donc je crois savoir que Preissner lui demande quel style de musique il souhaite. L'autre lui répond « c'est toi le compositeur ». Oui, d'accord, mais quelle longueur peut-être de morceaux ? Même réponse, c'est toi le compositeur. Donc on imagine que le compositeur avait donc carte blanche. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de prises différentes d'enregistrement pour valider... Non, il avait une confiance totale dans son compositeur. Oui, c'est vrai que j'ai trouvé ces phrases-là où il disait qu'il n'y connaissait rien à la musique. Est-ce que ce sont des phrases quand même bien choisies, hein. Est-ce que ce sont des phrases typiques de la réponse de Kieślowski à ce qu'on pouvait lui demander pour laisser la personne, son interlocuteur, voir par lui-même ?
Oui, tout à fait, ou une espèce de réelle modestie, je pense, de sa part, mais enfin, quand même, pour s'associer avec un tel compositeur dès le départ et faire autant de films avec lui, il a quand même dû se construire entre eux quelque chose de plus que le hasard. Alors peut-être était-il là de ses choix musicaux, mais en tout cas pour ce qui concerne le choix d'Irene Jacob, il a pris soin de choisir la bonne personne. Oui, alors pour le choix d'Irene Jacob, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'elle n'était pas connue du tout à l'époque. Il l'avait vue dans un tout petit rôle dans un film de Louis Malle. Au revoir les enfants. C'était Au revoir les enfants. Et il avait plutôt dans l'idée au départ de demander à Andie MacDowell, et puis il s'est dit qu'une actrice américaine pour jouer cette histoire qui se passait quand même bien entre la Pologne et la France, ça c'était mieux avec une actrice européenne. Et puis il a testé aussi, je crois, l'effet que faisait Irene Jacob sur l'ensemble de l'équipe, parce que c'est aussi un réalisateur qui travaille énormément en équipe. Oui. Ça, je crois que c'est l'héritage de l'école de Łódź, où finalement on travaille énormément à partir de discussions en équipe. Pour le lien avec Preissner, je crois qu'il diffusait lors des séances de prise d'image, de travail, la musique de Preissner pour que les gens soient immergés dans l'ambiance. Par contre, il y a aussi un autre sujet sur lequel il revient beaucoup, c'est le montage. Le montage, faut peut-être en parler. On lui demande, pour le découpage, avez-vous tourné plus de plans que ceux que vous avez montés en définitive ? Irene Jacob déjà précise que oui, et lui-même dit beaucoup plus. Le premier montage faisait 2h30. Après, j'ai raccourci et changé l'ordre des séquences. On avait ce qu'on appelle les scènes de service qui sont toujours dans les boîtes et on savait qu'on les avait là. Parfois, on les enlevait pour une autre version de montage. Une idée intéressante que je n'ai encore jamais dite à personne, c'est de faire quelques versions de ce film, autant de versions que de salles où le film est projeté. Chaque version aurait son numéro et on trouverait une version un peu différente dans l'autre cinéma. On avait pensé à 15, mais je n'avais plus le temps. Oui, il a... Alors, Irene Jacob dit que quand même, c'est pour la double vie de Véronique qu'il a fait le plus de plans qui n'ont pas été utilisés, parce que il y avait aussi le côté de Kieślowski qui faisait très peu de plans d'une même scène. Mais par contre, il adorait effectivement monter. C'était une passion pour lui, je crois, le montage. À un moment, il dit qu'il préfère même le montage à la réalisation. Probablement parce qu'il adore cette idée de manipuler les images pour en faire des histoires différentes. Alors, la question de la dernière scène est aussi très amusante. Cette main posée sur un arbre de Véronique, où les Américains ne supportaient pas cette idée-là, ça faisait pas suffisamment fin heureuse, donc ils ont changé, ils ont mis une scène où elle va dans les bras de son père. Et Irene Jacob racontait que quand elle parlait de ce changement qui avait été fait à des Japonais, eux, ça les faisait beaucoup rire, parce que pour eux, mettre une main sur un arbre à la fin d'un film, c'est totalement cohérent et crédible. Parce que pour eux, ce retour à la nature est quelque chose d'essentiel, de fondamental. Et puis cela montrait aussi qu'elle-même avait grandi, passant de la feuille à l'arbre. Aussi, voilà, c'est ça boucle. N'avait pas arrêté sa croissance. Ça boucle l'histoire. Complètement, et puis ça renforce le côté métaphysique du film, parce que pourquoi elle irait se jeter dans les bras de son père? Elle n'a aucun différent avec lui, elle le voit, elle passe vite, mais c'est aussi parce que le film est rapide. Enfin, il y a beaucoup d'ellipses dans ce film, ce qui prouve un énorme travail de montage. On ne sait pas combien de temps il se passe entre chaque scène. Donc ça... C'est vraiment bien dans la tête des Américains de penser à rajouter un tel plan qui est pour moi totalement inutile et même endommage le film d'un point de vue artistique. Peut-être pouvons-nous aussi aborder nos perceptions personnelles justement de ce film, puisque c'est là l'invitation de Kieślowski à tout spectateur qui souhaite voir ce film. C'est ce qu'il disait lui-même par rapport au montage différent à proposer dans les cinémas. Pouvez-vous nous éclairer sur votre propre vision du film, ou certains aspects du film, puisqu'on ne pourra pas parler sans doute de tout? Oui, alors moi, il me semblait qu'on pouvait faire une application politique de la Pologne à la France dans ce film.
bien que Kieślowski se défende constamment de vouloir faire ou même de s'intéresser à la politique. Il me semble que dans la première, la Pologne, qui est encore marquée par une idéologie séduisante, car absolue, mais mortifère, à la seconde, la France, où l'exercice de la démocratie s'y révèle pleine de failles. On peut voir une voiture brûlée par un attentat près de la gare Saint-Lazare. Une société aussi pleine d'imperfections. On voit la musique qui est mal jouée par les enfants, pleine de médiocrité aussi, où Véronique finalement choisit de vivre plutôt que de tout donner pour une vocation. Voilà, on pourrait dire ça, mais jamais Kieślowski n'a dit que c'était de ça dont il s'agissait. Mais moi, je trouvais que c'était intéressant. Lui, ce qu'il disait, c'est quand c'est trop explicite, je coupe. Jacques? Oui, je trouve que c'est une interprétation très très intéressante. Je suis bien sûr complètement d'accord que ce film est politique, comme tous les films de Kieślowski, quoi qu'il en dise. Mais ça, les cinéastes, ils disent ce qu'ils ont envie. Nous, on voit d'autres choses. Enfin, c'est un peu le but du cinéma aussi. Il y a toujours eu des parts de dénégation de la part des cinéastes, consciemment ou exprès parfois. Enfin, voilà. Moi, je pense que la manière même esthétique, c'est pas filmé tout à fait pareil. Enfin, la France et la Pologne ne sont pas filmés de la même manière. La Pologne est plus dans des tons verdâtres et jaunâtres, verdâtres, marron, mordoré, enfin un peu inquiétant. Enfin, une espèce d'inquiétude, d'étrange inquiétude et d'oppression. On se sent oppressé, comme on peut l'être quand on va dans ce pays, quand c'est un régime totalitaire. Bon, c'est une parenthèse, mais j'y ai été, c'était encore un régime totalitaire quand j'y ai été, et on se sentait pas bien, quoi. On avait l'impression que le pays était un peu comme ça. Alors qu'en France, oui, il y a plus de lumière, il y a aussi plus de ratage, mais la liberté, oui, ça laisse que on puisse un peu parfois faire des bêtises ou des ratés, mais la lumière semble plus. Oui, semble plus celle de la liberté, celle qui va firmer et qu'il va désérer-firmer dans bleu, blanc, rouge, qui est quand même pour illustrer la devise de la France. Il y a quelque chose d'assez logique. Ensuite, moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du spirituel assez important dans le film, que le hasard n'est pas le hasard, mais c'est le hasard, le hasard divin. Enfin, voilà, qui intervient. Mais ça ne regarde que moi. Enfin, je pense que c'est pas évident de voir ça. Pour terminer, on peut citer quand même que Pressner tire son idée musicale de la Divine Comédie de Dante pour faire le lien avec le spirituel. Et puis, donc pour conclure, invitons donc les auditeurs de cette antenne à venir voir donc ou découvrir ou redécouvrir ce film le 28 mai au cinéma Les Studios. Ils se feront leur propre idée, et comme le dit Annette Hinsdorf, cette production franco-polonaise invite donc le spectateur à méditer sur les fils qui nous lient à des forces extérieures à nous-mêmes.